Bonjour et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, l'Afrique de l'Ouest a été secouée par une série d'événements qui redessinent vraiment les alliances et les lignes de front. Oui, on a l'impression d'assister à une véritable accélération de l'histoire, entre les passes d'armes diplomatiques et les interventions militaires. Absolument. Et ça nous amène à la question centrale de notre analyse aujourd'hui. Est-ce que le Sahel vit une nouvelle forme de décolonisation, une affirmation de souveraineté, ou est-ce qu'on assiste juste au remplacement d'une influence par une autre? C'est tout le puzzle. Et chaque événement qu'on va examiner semble être une pièce de ce puzzle, justement. Cette analyse vous est présentée par ProWave AI et elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir que Stylo News, c'est la version grand public d'un logiciel beaucoup plus puissant, Stylo Intellops. Oui, un outil qui est normalement conçu pour les gouvernements, les armées, les grandes entreprises. Ce qui donne à notre auditeur un accès assez unique à des capacités d'analyse qui sont d'habitude réservées aux grands décideurs. Et notre objectif aujourd'hui, c'est précisément d'utiliser cette capacité pour aller au-delà des gros titres. On va décortiquer les schémas, comprendre les impacts à toutes les échelles, du local à l'international, et surtout, essayer de saisir la logique des différents acteurs. Alors, commençons par le premier grand thème, cette véritable partie de poker diplomatique. Fin décembre 2025, l'administration Trump a annoncé l'élargissement de ses restrictions de voyage. Et dans la liste, on retrouve des pays clés du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et même le Tchad. La raison officielle de Washington est assez classique. Oui, la sécurité nationale, les risques terroristes, le discours habituel. Exactement. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est la riposte, la vitesse et la symétrie de la riposte. Ah oui, c'était quasi immédiat. Immédiat. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Les gouvernements de ces 4 pays ont publié des communiqués quasi identiques annonçant des interdictions de visa pour les citoyens américains. Avec un mot-clé martelé par tous, réciprocité. Voilà, réciprocité. Et tous ont déploré une décision américaine unilatérale et sans consultation, ce qui, en langage diplomatique, est une accusation assez lourde. Et il faut rappeler qui sont ces gouvernements. On parle de régimes militaires qui ont pris le pouvoir par la force. Oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont même formé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est un bloc dont le but affiché est de couper le cordon avec l'Occident. Surtout la France et les États-Unis. Du coup, est-ce que cette posture très dure face à Washington, ce n'est pas aussi un moyen de chercher une légitimité populaire qu'ils n'ont pas eue par les urnes? C'est une excellente question, et la réponse est très probablement oui. Pour ces juntes, la fibre souverainiste, c'est un levier de politique intérieure extrêmement puissant. En tenant tête à Washington, il se pose en défenseur de la nation. Exactement. Mais il faut voir plus loin. Ce n'est pas une simple querelle de visa, ça. C'est le son d'une porte qui se ferme bruyamment. Chaque tampon refusé sur un passeport américain, c'est une déclaration d'indépendance symbolique. C'est un acte politique fort. Très fort. Ils ne se contentent plus de changer d'alliés en coulisses, comme avec leur rapprochement avec la Russie. Là, ils l'affichent de manière spectaculaire. Et des médias comme Vanguard ou Al Jazeera ne s'y trompent pas. Ils analysent ça comme la confirmation d'une rupture stratégique. Donc, on a ce bras de fer diplomatique, mais pendant ce temps, sur le terrain, les choses sont beaucoup plus explosives. Je pense à l'intervention militaire américaine au Nigeria. Oui, et pas n'importe quand, le jour de Noël. Le 25 décembre 2025, des frappes aériennes américaines. Oui, des frappes qui ont visé des camps de militants liés à l'État islamique dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria. Officiellement, c'était en coordination avec le gouvernement nigérien. Mais c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique, parce que 2 récits complètement différents ont immédiatement émergé. Alors, explorons ces 2 récits. D'un côté, la version américaine, portée par le président Trump lui-même. Il a parlé d'un cadeau de Noël pour les terroristes et il a beaucoup insisté sur un point. L'objectif était de protéger les communautés chrétiennes. C'est un message très ciblé, ça. Très ciblé. Est-ce que c'est une analyse réelle ou un message pour son électorat? Sans doute un mélange des deux. Mais l'aspect politique interne américain est indéniable. Pour sa base électorale évangélique? Exactement. Ce narratif est simple, il est puissant, il résonne. C'est bien plus efficace politiquement que de parler, comme le fait le Nigeria, d'une menace sécuritaire régionale complexe. Le problème, c'est que cette simplification peut être dangereuse sur le terrain. Contre-productive même.
parce qu'elle cache la vraie nature du conflit. Et quelle est donc cette autre version, celle du Nigeria? Eh bien, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, et beaucoup d'analystes locaux ont tout de suite corrigé le tir. D'accord. Ils insistent, le terrorisme dans la région frappe tout le monde, musulmans comme chrétiens. Le réduire à une dimension religieuse, c'est une erreur d'analyse fondamentale. Ils y voient une grille de lecture occidentale, en fait. Oui, une grille de lecture importée sur un conflit dont les racines sont économiques, ethniques, politiques. En gros, ils disent « merci pour l'aide, mais ne nous imposez pas votre récit de la guerre ». Et j'imagine que cette tension se reflète dans les réactions locales. Totalement. La société nigérienne est complètement divisée. D'un côté, des groupes comme d'anciens agitateurs du delta du Niger qui ont applaudi. Pour eux, l'aide est à la bienvenue, la souveraineté est secondaire. Et de l'autre, des voix très influentes, comme le chef religieux Cheikh Ahmed Goumi, ou le parti d'opposition, le PDP, qui ont crié au scandale. Ils dénoncent une violation de la souveraineté. Les sources mentionnent aussi un groupe qui a été ciblé en particulier, la milice Lakurawa. Leur histoire est assez... Révélatrice de la complexité du terrain, non? Ah oui, c'est un exemple parfait. Ça montre pourquoi le narratif simpliste ne tient pas. À l'origine, les Lakurawa, c'étaient des éleveurs armés. Invités par des chefs locaux. Oui, pour les protéger contre des bandits qui volaient le bétail. Ils étaient vus comme une solution. Mais petit à petit, ils se sont autonomisés, radicalisés. Et ils sont devenus le problème. Ils sont devenus un groupe terroriste affilié à l'EI, imposant ses propres taxes, sa propre loi. Ça montre à quel point les lignes entre protecteurs et prédateurs sont floues quand l'État est défaillant. Cette complexité nous amène à élargir la perspective. Ces deux événements, la crise diplomatique et les frappes au Nigeria, s'inscrivent dans une instabilité régionale qui semble s'aggraver. Exactement. La violence est quasi quotidienne. Nos sources rapportent des faits qui illustrent cette triste réalité. Comme au Niger récemment. Oui, au Niger, le préfet de Torodi a été assassiné avec sa famille par des djihadistes du JNIM affiliés à Al-Qaïda. C'est une attaque symbolique contre l'État. Et au Nigeria, il y a eu cette attaque sur un marché. L'attaque du marché de Kasuan-Daiji, d'une brutalité inouïe. Plus de 30 morts. La menace est partout, elle est multiforme. Face à cette pression, on voit les acteurs régionaux qui essaient de reprendre la main, de proposer leurs propres solutions. Oui, et c'est peut-être l'un des développements les plus importants. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, a fait une annonce majeure. La création d'une force militaire conjointe. Voilà. Une force de 5000 hommes. L'objectif, c'est de mener des opérations de grande envergure contre les groupes terroristes. Une force de 5000 hommes sur un territoire aussi immense, est-ce que c'est vraiment un game changer militaire? Ou c'est surtout un geste politique? C'est les deux. Militairement, 5000 hommes, c'est à la fois beaucoup et peu. Tout dépendra de leur équipement, de leur coordination. De leur renseignement, bien sûr. Mais politiquement, le message est limpide. Nous allons régler nos problèmes de sécurité nous-mêmes. C'est un rejet des formats précédents, comme Barkhane ou le G5 Sahel, qui dépendaient trop de l'Occident. Et au-delà de cette initiative conjointe, il y a aussi des réponses au niveau purement national. Oui, chaque pays adapte sa stratégie. Au Niger, la junte a décrété la mobilisation générale. Un concept très fort. Très fort. Ça vise à impliquer toute la population dans l'effort de défense. C'est à double tranchant, mais ça montre le niveau d'urgence. Et au Nigeria, Au Nigeria, après l'attaque du marché, le président Tinubu a pris une décision juridique clé. Il a reclassé les bandits en terroristes. Ça peut paraître technique, mais ça change tout. Ça permet une réponse militaire beaucoup plus robuste. exactement, ça lève beaucoup de contraintes légales pour l'armée. Et comme si ça ne suffisait pas, les relations se tendent même entre voisins. Je pense à l'incident entre le Bénin et le Niger. C'est un autre symptôme de la nervosité ambiante. Expulsion mutuelle de diplomates après une tentative de coup d'État déjouée à Cotonou. Que les accusations soient vraies ou fausses, ça révèle une méfiance profonde qui s'installe. Alors, si on prend un peu de recul, que nous dit cette convergence d'événements? En fait, ce qu'on observe, c'est que trois grosses tendances se rencontrent en même temps. Premièrement, ce réalignement diplomatique à marche forcée, avec le jeu des visas. La partie visible de l'iceberg. Voilà. Deuxièmement, la persistance des interventions étrangères, comme les frappes américaines. Et troisièmement, l'émergence de ces initiatives de sécurité régionale autonome, comme la force de l'AS. Le Sahel est vraiment un carrefour. Totalement. Il dynamite ses anciennes alliances pour essayer d'en forger de nouvelles. Tout ça en faisant face à une menace interne d'une intensité dramatique. Dans ce contexte si volatile, si on devait regarder vers les semaines à venir, quels sont les signaux à surveiller de très près? Le premier domino à observer. Je dirais qu'il y a 4 points chauds.
Le premier, c'est bien sûr le déploiement de cette force conjointe de l'AES. Est-ce qu'elle va être opérationnelle rapidement? Quel résultat? Ce sera le test de sa crédibilité. Absolument. Deuxième point. L'évolution de la coopération militaire entre Washington et Abuja. Est-ce que la frappe du 25 décembre était un one-shot ou le début d'un partenariat plus profond? Troisièmement, les conséquences économiques des interdictions de voyage. Oui, est-ce que ça va rester symbolique ou est-ce que ça va vraiment affecter les échanges? Et enfin, le quatrième point, c'est cette mobilisation générale au Niger. Comment ça va se traduire sur le terrain? Est-ce que ça peut inverser la tendance ou au contraire créer des milices incontrôlables? Et pour conclure, je pense que tous ces événements nous renvoient à une question fondamentale, un vrai dilemme pour la région. Lequel? Comment équilibrer cet impératif de souveraineté nationale, défendu avec une ferveur quasi religieuse par les nouveaux régimes, avec la nécessité pragmatique d'une coopération internationale? Parce que les menaces terroristes, elles, se moquent éperdument des frontières. C'est le nœud gordien qu'ils doivent trancher. L'analyse approfondie des événements mondiaux, c'est précisément la mission de Stylo News. C'est une application disponible sur mobile et ordinateur qui permet de créer ses propres bulletins de renseignement personnalisés. En puisant dans des centaines de sources d'informations traditionnelles, mais aussi sur la plateforme X. Nous vous invitons à découvrir comment obtenir de l'information à la demande grâce à l'intelligence artificielle. Il suffit de s'abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. C'est ça, www.stylonews.com.